Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier. Donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et pour ce nouvel épisode de la saison 3, on vous fait, vous allez voir deux sujets. On dit souvent, là, depuis quelques temps, on a une bonne trame là, avec des sujets quand même d'actualité et c'est ce qu'on va maintenir. Là. On avait souvent, lors de la saison 1, on s'en souviendra, là, une tangente à prendre des sujets historiques ou des espèces de concepts qu'on essayait de décortiquer, là, mais maintenant on voit que ce que vous appréciez le plus, c'est l'actualité et, comme on l'a dit, l'automne a amené son vent là, d'impact au niveau des marchés, au niveau de l'économie mondiale, donc on a amplement de choses à parler. Donc deux sujets aujourd'hui, on vous fait un petit instant économie pour commencer et comme toujours on termine cette fois-ci avec un haut son de la cloche là, qui est toujours notre fameux segment phare et celui qu'on préfère. Vous allez voir, on va parler d'ailleurs plus généralement dans la deuxième partie, comme toujours, là, dans le haut son de la cloche d'une compagnie listée. Donc c'est pour cette raison, Gab, que je vais te passer la parole comme toujours pour faire le petit disclaimer là, Oui, pour évidemment. quand même notifier tout le monde. Oui, merci JP, puis merci aux passants pour les sujets, puisque c'est toi qui les a trouvés et que je trouvais que c'était très pertinent, alors je t'en remercie. On n'oubliera pas pour nos chers auditeurs, évidemment, tout ce qu'on va parler aujourd'hui, il s'agit de notre opinion personnelle, bien évidemment. Il ne s'agit pas d'une recommandation officielle de placement. Bien évidemment, on vous invite toujours à contacter un expert si vous avez des questions avec votre profil particulier. Évidemment, on n'est pas responsable si vous faites n'importe quoi, là, bien sûr. Exact. Donc commençons ça en force avec le premier segment, l'instant économie. Parfait. Donc, le sujet qu'on vous fait aujourd'hui, vous allez voir, là, on dit qu'on a fait un peu la partie 1 de ce sujet-là sans s'en rendre compte là, au début de l'été avec la pénurie là, des chips là, qu'on avait discuté très brièvement dans un épisode. En fait, on veut entrer dans le vif du débat et du sujet et de la complexité. Présentement, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois même que ça se produit, là, la fameuse crise des chaînes d'approvisionnement. C'est quelque chose qui, on dirait, était pas nécessairement très très publicisé, si j'utilise un terme un peu franco-anglais, là. Mais il n'y avait pas beaucoup de... On n'en parlait pas assez, selon moi. C'est pas Et on se très rend compte bankable, faut avouer, comme Ben, sujet. Effectivement, exact. Et puis, tu sais, c'est un petit peu compliqué d'en parler jusqu'à ce que maintenant on réalise quand même que les impacts commencent à se faire répertorier, principalement parce qu'on arrive au tournant de la période des fêtes qui s'en vient vers la fin de l'année au courant du mois de décembre et qu'on arrive dans la période phare, si on peut dire, du commerce en ligne et des achats compulsifs là, du moins de la société occidentale. Et c'est là qu'on se rend compte que les chaînes d'approvisionnement et la crise devient vraiment quelque chose d'ampleur. Donc, pour vous faire un petit sommaire de ce qui se passe présentement, puis je te repasse la parole par la suite, Gab, là, je vais vous faire ça un peu globalement, puis on pourrait essayer de décortiquer qu'est-ce qu'il y en est. Là. On a un contexte dans lequel, présentement, découlant en grande partie de la pandémie, bien évidemment, il y a plusieurs pénuries de main-d'œuvre dans des usines, des pays, surtout au niveau de l'Asie. On parle de la Chine, mais on parle également de plusieurs pays de l'ASEAN, plus généralement, qui sont en fait la base manufacturière pour les ressources qui sont utilisées au niveau des produits et des services que nos bons vieux détaillants qu'on connaît, soit en Europe ou soit au Canada ou en Amérique du Nord, on connaît. Donc déjà là, on a un problème parce qu'il y a un ralentissement de la production. En plus de ce ralentissement au niveau de la production, dès qu'on met ça par la suite, une fois que c'est produit, c'est mis par exemple dans des bateaux, plus fréquemment en termes pour le transport, bien ces bateaux-là ont de la misère présentement. Sont comme à des prix qui sont complètement déraisonnables et prennent presque 2 à 3 fois le temps de passage habituel par rapport à ce qu'on avait à l'époque. Si on parle juste par exemple de Asie, Amérique, là, par le Pacifique, ça prend presque 3 fois plus de temps, mais pour un coût qui est en explosion. Par la suite, une fois que le bateau est dans l'eau, il arrive à un port qui est plein. On peut parler de l'exemple, et on parlera sous peu, mais l'exemple du port de Los Angeles, où il y a un affluent présentement de bateaux qui attendent dans le Pacifique sans aucune capacité de pouvoir être déchargés, parce que qu'est-ce qui se passe au niveau des ports? Ben, les ports se retrouvent également avec des pénuries de main-d'œuvre. Donc on se retrouve, et pour terminer, avec toutes ces pénuries de main-d'œuvre-là, ces hausses de coûts, ces délais de temps, etc., ben, on se retrouve également avec, mais comme on l'a dit, une période de consommation excessive qui s'en vient. Le Black Friday, le Cyber Monday, la période des fêtes, le you name it, là, ça arrive Thanksgiving, à la limite, même les Américains sont fous sur les dépenses. Là, et on se retrouve avec une demande au niveau des détaillants qui est également en croissance. Donc, non seulement c'est une période qui, historiquement, est toujours assez critique parce que la demande explose, mais en plus de ça, tout ce qui se passe avant, toute la chaîne d'approvisionnement, ben, elle a des délais, elle est plus coûteuse et elle n'est pas efficiente du tout. Donc, on se retrouve avec un amalgame qui est explosif et qui fait en sorte que on parle souvent présentement, comme je disais, on a les bottines en Amérique du Nord, donc on parle souvent de l'impact là, au Canada et aux États-Unis, mais c'est partout comme ça. Et c'est vraiment ce qui rend le problème de la chaîne d'approvisionnement maintenant un sujet qui est d'actualité, parce que ça va affecter encore une fois les commandes qu'on veut faire et la vie de tous les jours
des petits acheteurs que l'on est, mais ça va également affecter les pays plus généralement, parce que c'est, comme on l'a dit, je pense que j'avais fait la mention, mais c'est le système sanguin du commerce international. Si ça s'est mis sur pause, ben on se retrouve également avec tous les pays qui sont dans le trouble. Donc je te passe ta parole là-dessus, Gab, mais je voulais faire le petit sommaire de qu'est-ce qu'il en était et pourquoi est-ce que tout le monde présentement parle d'une folie complète qui ne va pas se résorber de sitôt. Oui, puis ça semble être effectivement un cercle vicieux, comme tu l'as bien dit, JP. Cercle vicieux, oui, qui démarre, vous le savez tous, et j'en ai marre de le parler là depuis peut-être depuis qu'on a commencé le podcast. On parle toutes les semaines de la pandémie, mais c'est vrai, malheureusement, on est toujours dans un contexte qui fait que on a eu un ralentissement de la production durant la première vague, donc dans le premier semestre de 2020. Et ce problème, c'est qu'on n'a toujours pas récupéré, si tu veux, notre niveau de productivité, si tu veux, qu'on possédait avant la pandémie. Et ce, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, je pense que cette période aussi de transition, on va dire ça comme ça, de transition économique a fait en sorte que beaucoup de gens, si tu veux, ont quitté des emplois précaires. On l'a dit, il y a une pénurie aussi de main-d'œuvre aussi au niveau des emplois peu qualifiés. C'était le cas, par exemple, tu l'as bien mentionné, par exemple, dans le port de Los Angeles, mais ce sont des exemples parmi tant d'autres. Donc, tu as un manque de main-d'œuvre qui fait que à chaque endroit dans la supply chain, tu m'excuseras de l'anglicisme, JP, mais je pense que c'est le terme qui est mondialement accepté pour ça. Eh ben, t'as des trous, t'as des problèmes logistiques, et évidemment, quand tu enchaînes plusieurs problèmes logistiques subséquents, eh ben, tu te retrouves avec une situation mondiale où, vous l'avez bien vu dans les magasins, même aujourd'hui, il y a de la difficulté des fois de trouver des articles, si tu veux, qu'on pouvait trouver très facilement avant la pandémie. Le meilleur exemple que j'ai, et je pense qu'on l'a tous remarqué, c'est les meubles. Ikea, là, c'est une folie. J'y allais quasiment, enfin, JP, t'es témoin, j'y allais quasiment, allez, 15-20 fois par an à Ikea, donc par année. Et aujourd'hui, j'y vais jamais parce que tu sais jamais s'il va y avoir de l'inventaire, tu vois. Et c'est la même chose pour tous les magasins, les fabricants de meubles. Donc c'est une des industries, je pense, qui a été pas mal affectée, et dont les conséquences, je pense, de long terme vont encore sont très visibles, hein, et je pense que ça va pas reprendre de sitôt. Et tu vois, ce que je trouve assez marrant, c'est que c'est un cercle vicieux, tu vois. Les problèmes logistiques qu'on voit par rapport au manque de productivité en Chine, ou par exemple au Vietnam, c'est assez significatif au Vietnam, ça fait augmenter les prix du pétrole, parce que évidemment, repartir une chaîne de production, souvent ça va te demander une demande, si tu veux, de matières premières qui est accrue. Une hausse des cours du pétrole, qui fait que tu as dans certaines régions, par exemple de la Chine, qui sont très dépendantes, si tu veux, par exemple au charbon ou aux énergies fossiles pour pouvoir produire de l'électricité ou pour se chauffer, par exemple, et tu as une explosion des cours, des coupures d'électricité. De l'autre côté, si tu veux, évidemment, les consommateurs, par exemple, surtout au Royaume-Uni, non seulement tu as l'effet supply chain, mais en plus tu as l'effet Brexit. Donc tu vois, t'as tout un espèce d'événement qui fait qu'en ce moment, je veux pas être vulgaire, mais c'est un peu la merde, là, sommairement. Ben exact. Et puis, tu sais, moi, ce que je trouvais vraiment très intéressant, c'était le fait de ne pas... je lisais plusieurs experts qui en parlaient, puis l'opinion globale était, oui, la pandémie a eu un impact significatif sur le lancement de cette problématique-là de bout en bout au niveau des chaînes d'approvisionnement. Il y a un point que tu as effleuré. On parle également du transport long courrier, par exemple, par camion. Il manque de camionneurs par centaines de milliers juste en Amérique du Nord, par exemple. Donc, la problématique est rendue un peu partout, et comme on l'a dit, c'est ce qui est intéressant dans le concept de supply chain ou de chaîne d'approvisionnement, c'est que réellement, c'est une chaîne. S'il y a un maillon faible à quelque part, la problématique, c'est que ça a un impact sur l'ensemble de l'efficacité des autres maillons qu'il y a dans cette chaîne-là. Et ce que je trouve intéressant, puis c'est ce que je veux relancer au niveau de la discussion à l'instant, c'est certaines personnes disaient, pandémie ou non, on aurait eu une crise au niveau de la chaîne d'approvisionnement à un certain point dans les années à venir, parce qu'il y avait une tendance présentement qui était pour le chacun pour soi. Alors que les détaillants, les fournisseurs, etc., peu importe, même les extracteurs de matières premières dans certaines industries,
chaque personne travaillait pour soi-même. Chaque personne travaillait pour ses propres résultats. Chaque personne travaillait sans considérer le fait que ils sont réellement rien sans les autres les autres entités interdépendantes, par exemple, au niveau de leurs opérations. Donc, ce qu'il disait, c'est la pandémie a entraîné ça. Oui, ça a été un crash complet. Ça, il n'y avait pas vraiment le choix là-dessus. C'est normal. Mais techniquement, le fait que tout le monde y allait chacun pour soi, tout le monde y allait pour le gros volume, mais les low cost, sans prendre en considération, mais qu'est-ce qui se passe si soudainement les coûts montent et il n'y a plus de capacité de production aussi élevée. Donc, il mentionnait le fait que c'est pas une mauvaise chose parce qu'au moins ça permet de voir les faiblesses des chaînes d'approvisionnement mondiales. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'un défaut à quelque part, par exemple en Amérique, mais c'est fort similaire à un défaut en Europe, c'est fort similaire à un défaut en Afrique, c'est fort similaire à un défaut en Asie, en Océanie. Donc c'est les constats qui vont pouvoir découler de ça vont amener, selon moi, une nouvelle ère au niveau des chaînes d'approvisionnement, amener un peu une réflexion, on l'espère, puis on en parlera peut-être dans un épisode spécial, mais un peu à la japonaise. Il y a quand même une logique culturelle où tous les intervenants dans le cycle économique des biens, par exemple au Japon, qui sont sur le territoire japonais, font partie d'entités, je crois qu'on en a peut-être déjà parlé même dans un podcast, mais font partie d'entités qui sont codépendantes ou interdépendantes, qui œuvrent pour le bien-être de l'entité qui est comme indirecte, si on peut dire. Et c'est un peu ça que je crois qu'il va y arriver à terme, c'est de réaliser, si moi je suis un bon vieux retailer, je suis un détaillant américain, mais je peux pas juste me fier sur le fait que mes fournisseurs vont me donner de la business, vont plier à mes demandes pour que mes intérêts soient respectés. J'ai besoin d'avoir une capacité qui leur revient également. Il faut que je leur donne un peu une part de la chandelle ou une part du gâteau, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc c'est ce que j'espère qui va en découler. C'est bon, la pandémie l'a amené, mais il y a beaucoup d'apprentissage à faire. On espère qu'il va y avoir des bons cerveaux et on en connaît qui sortaient de l'université en même temps que nous, qui étaient en gestion des opérations logistiques, qui était un des grands segments de l'administration. On va espérer que ces personnes-là puissent être mises à profit justement dans la réflexion parce que on parle beaucoup de la finance évolue, le marketing évolue, les ressources humaines évoluent, mais je pense qu'on n'en parle pas assez souvent que le GOL devrait évoluer également et que présentement c'est vraiment un terrain de jeu, si on peut, c'est un terrain de jeu rempli de problèmes et qu'il faut les solver un par un dans le but de dire il faut que ça opère mieux parce qu'un ralentissement de ça, c'est un ralentissement de l'économie mondiale. Puis un ralentissement de l'économie mondiale, en général, c'est pas très bon pour les poches des consommateurs, autant en termes de dire je peux pas acheter mon MacBook puis qui arrive avant le 17 janvier, certes, mais également pour les actifs investis, etc. C'est jamais bon quand le commerce international est un plus coûteux, deux plus lent et problématique à tout niveau. Oui, et puis c'est problématique aussi, surtout pour les actionnaires. Dans notre cas, là, c'est... Certes. Quand tu n'es pas capable de vendre ton Mac, ça veut dire que tu fais moins de ventes. C'est que peut-être tu le vends plus cher parce que c'est vrai que la conséquence, tu veux, de cette chaîne logistique et tout cet imbroglio, si tu veux, partout qu'on vit présentement, c'est que souvent les entreprises vont se mettre à augmenter leur prix. Vous l'avez bien vu au restaurant, c'est pas surprenant de voir les prix avoir augmenté de 5 à 10% facilement. Et quand vous allez maintenant au restaurant, enfin, ce qu'on peut appeler restaurant maintenant, là, mais bon, avec toutes les contraintes sanitaires là, qu'il puisse y avoir. Mais c'est vrai que c'est tout un défi, que je pense qu'il va être très complexe, étant donné que là, on parle d'un système économique, si tu veux, qui non seulement était déjà sensible, si tu veux, à l'époque. On l'avait bien vu il y a quelques mois, quand il y avait eu l'histoire avec le canal de Suez. Tu voyais que, mon Dieu, les marchés étaient et avaient peur. Les grandes entreprises, si tu veux, de logistique, les Maersk, évidemment, les CMA, CGM de ce monde, ils avaient peur, évidemment, parce que comment veux-tu, si tu veux, gérer l'approvisionnement, la chaîne d'approvisionnement locale et internationale, si tu n'as pas des axes stratégiques, si tu veux, qui sont bien négociés, si tu veux, c'est tout ce problème, si tu veux, cette espèce de cercle vicieux dont on a parlé aujourd'hui, c'est vrai qu'il va poser énormément de contraintes, si tu veux, dans le futur. C'est sûr que ce serait intéressant, tu veux, de réfléchir évidemment sur comment, évidemment, on va pouvoir améliorer tout ça. C'est vrai que je pense que la reprise de l'économie mondiale, dans les prochains mois, parce qu'on commence à voir le bout du tunnel. J'en avais parlé l'été dernier, c'est ça qui est assez drôle. Je me disais, mon Dieu, c'est bientôt la fin. Pas vraiment. Ça a pris un peu plus de temps que prévu, là, donc ça a pris juste 1 an et demi, mais bon. Tu vois quand même que les choses commencent à redevenir progressivement à la normale, encore une fois, avec des taux de vaccination très élevés, des nombres de morts qui sont, évidemment, sont toujours à regretter, mais qui sont très très faibles aujourd'hui. Donc,
Tu vois progressivement l'industrie du tourisme reprendre. D'ailleurs, c'est assez drôle pour reprendre ce que tu avais discuté, JP, là, dans les derniers épisodes. Les États-Unis ont officiellement rouvert leurs frontières, si tu veux. Je pense que ça y est, l'huile commence à prendre, si tu veux, mais on n'est pas encore, si tu veux, dans une logique qui fait que tout le monde s'est remis de la pandémie. Il y a encore des régions qui ont encore beaucoup de difficultés, surtout des régions avec des taux de vaccination qui sont beaucoup plus faibles, qui ont encore du mal, si tu veux, à gérer ceci. Et on a pris ce retard, si tu veux. Et tu sais, quand on commence, par exemple, des travaux publics, souvent, c'est le premier truc, c'est qu'on sait qu'il va y avoir des retards. Parce qu'il y a toujours quelque chose, une pièce qui va manquer, et qui fait que les autres derrière, les autres gars, ils ne peuvent pas travailler derrière. Et c'est évidemment, quand tu as cette pièce-là, si tu veux, dans l'engrenage qui ne fonctionne plus, malheureusement, tout l'engrenage ne fonctionne plus. Alors c'est vrai que ça... Aujourd'hui, c'est difficile de voir l'impact financier, évidemment, exact de cette situation-là, parce que ça touche toutes les industries, ça touche, mais principalement, évidemment, le transport, je pense que c'est celle qui est évidemment le plus affectée. On l'avait bien dit avec les semi-conducteurs, donc particulièrement de ce que l'industrie technologique est complètement bloquée. Alors, on va voir d'ailleurs ce qui va se passer pour Noël, tu l'as bien dit, pour les fêtes, parce que c'est une saison importante, évidemment, pour les détaillants. Mais tu vois que même des industries comme Nike, par exemple, récemment ont indiqué à leurs actionnaires qu'ils ne seraient pas capables de délivrer les promesses au niveau des rendements qu'ils pouvaient offrir en termes de earnings, parce qu'il y a de la demande, mais il n'y a pas la supply n'est pas là, malheureusement. Exact. Et puis, tu sais, je pense que c'est un bon point que tu soulèves, là, tu sais. On dirait que c'était un peu inévitable le fait que le commerce international allait être affecté par la disparité, entre autres, par exemple, de la vaccination ou les taux de vaccination, ou du moins l'accès même aux vaccins à travers le monde. On dirait que dans ma tête, c'était presque inévitable qu'il y ait des problèmes. Si on a, par exemple, on parle juste des États-Unis, si les consommateurs sont vaccinés, reviennent à la normale, veulent continuer de consommer leurs MacBooks sans bon sens, que ceux qui les produisent dans les pays, par exemple, d'Asie du Sud-Est, etc., et on sait qu'un MacBook, c'est produit dans à peu près combien? Genre, ça doit être qu'il y a 97 pays qui ont un impact au niveau de l'ensemble des composantes de MacBook. C'est même pas une vraie stat, ça, je dis ça, mais c'est probablement proche de la réalité. Oui, ça me paraît cohérent, parce qu'avec toutes les... si tu prends en compte évidemment du produit, évidemment des métaux qui prennent en compte évidemment dans la composition d'un ordi, c'est vrai que ça doit être assez impressionnant. Exact. Donc c'est ça que je me dis, c'était presque inévitable d'une certaine manière qu'on en soit à une situation comme ça. Ce que je trouve encore une fois, puis je fais des fois des liens un petit peu de cette sorte, mais avant que ça tombe un peu dans l'oreille du public, avant que ça tombe réellement, parce qu'on dirait que le monde, on oublie à tous les jours lorsqu'on va par exemple au Walmart, on réalise pas qu'en réalité le bien qui est là, il vient pas de 2 mètres à côté qui a été produit là, à la main dans l'entrepôt en arrière. T'sais. On dirait qu'on oublie, sauf quand on prend la réalité qu'il n'y a plus rien sur les tablettes, que tout ce qu'on veut acheter pour Noël par exemple n'est pas disponible. C'est là que soudainement la population commence à chialer et c'est là que les gouvernements, et encore une fois ça c'est peut-être moi qui est parfois un petit peu avec une opinion un petit peu acerbe sur les gouvernements, mais quand il y a de l'intérêt politique, là, soudainement, on entend parler que la majorité des ministres des Finances à travers le monde se sont rencontrés ou se sont parlé, du moins pour ceux des pays occidentaux, pour mettre en place des politiques pour rétablir le commerce international. Puis on se dit, tu sais, ça fait à peu près quoi? On sait qu'il y a des disparités au niveau des différents pays qui font partie de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Ça fait des mois et des mois qu'on sait que ça va arriver. On aurait peut-être pu essayer de le planifier en conséquence. On aurait peut-être pu essayer de mieux distribuer ou de mieux avoir des taux de vaccination à travers le monde. Bref, les choses ne changeront pas. Ce que je trouve intéressant à soulever, puis on peut peut-être conclure là-dessus, c'est le constat global, c'est, comme on l'a dit, il y avait un problème inhérent avant même la pandémie et ça amène le fait de dire que la chaîne d'approvisionnement va être problématique pour des mois et même des années encore à venir. Et personne ne pense qu'on va revenir à la normale de sitôt, tant, comme on l'a dit, qu'il n'y a pas des constats et une réflexion sur les problèmes inhérents qui ne sont pas la pandémie. C'est ce qui est intéressant. La pandémie peut se résorber et redevenir à la normale. Ça a vraiment exposé des enjeux qui ont été un petit peu mis sous tapis depuis beaucoup trop longtemps. Donc, tant que c'est pas réglé, on va se retrouver encore une fois avec des problématiques à avoir l'ensemble des biens à des prix raisonnables sur nos tablettes, et ce, à travers le monde. Donc, c'est un petit peu le constat qui est triste. On a un peu, la pandémie a ouvert un placard, puis on se ramasse avec un désordre absolu qu'il faut qu'on ramasse pendant peut-être 2 ans. T'sais. Je dis ça encore une fois sous toute réserve, là, sans stats exacts, mais on parle d'années normalement avant de retourner à une normale pré-pandémie. Ouais, puis c'est sûr qu'on pourrait parler pendant des heures aussi du coût que ça a coûté. Enfin bref, c'est une réflexion qui est sans fin, malheureusement. Je pense que malheureusement, tu dois prendre des décisions parfois, et c'est vrai que ces décisions-là, elles ont des conséquences de long terme qui sont encore une fois très difficiles à chiffrer. Mais il y a des réflexions, je pense, qui vont se poser évidemment avec la chaîne d'approvisionnement, et je pense que la question peut-être
du fabriqué local aussi est en train de revenir. Depuis les années 90, on est dans un paradigme qui est la mondialisation, qui est la globalization, comme on dit en anglais. Donc, Alain Minck, c'est-à-dire que on va produire là où, si tu veux, on a un avantage compétitif. C'est un peu la logique et on va baisser les barrières douanières le plus possible pour que les échanges se font. En gros, et c'est ce que disait Alain Minck, on va exporter des Airbus, puis on importera des produits manufacturés, tu vois. C'était un peu... On optimise chaque pays en fonction des industries pour lesquelles on a un avantage réel en termes de main-d'œuvre, en termes d'intelligence, en termes de compétences, en termes de matière, etc. Voilà, tu sais, le Canada, ça aurait été exporté du sirop d'érable, par exemple, ou et pas. Bien du bois d'œuvre, étonnamment, là, c'est à peu près tout ce qu'on a. Du bois, du sirop d'érable et des chanteurs de Toronto. Oui. Mais bon, ça, ce sera l'interlude, on va dire, drôle. Mais bon, vous en prendrez ce que vous voulez. Mais bref, c'est vrai que ce paradigme, évidemment, il est en train de se remettre en question. On le voit même avec, politiquement, si tu veux, on entend de plus en plus dans les discours des décideurs que on devrait commencer à repenser, à reproduire local. Comment se fait-il qu'on n'est même pas capable au Canada, en France, aux États-Unis, de produire, c'est bête, mais juste de l'aspirine. On n'est pas capable d'en produire. Parce qu'on n'a pas, malheureusement, on a eu cette logique de dire, on produit moins cher, etc. Puis tout le monde, le bonheur collectif des gens va augmenter par le fait que, on va produire, là, on a un avantage compétitif. Malheureusement, tu vois que quand tu as une situation où tu as une pandémie, c'est la guerre de tous contre tous. Hein. Tu vois, sans manquer de respect évidemment à nos homologues chinois, mais ils ont joué pour eux et rendu là, fine, ça fait partie du... Tu dois travailler quand tu es un décideur politique, c'est très difficile de vendre on veut le bien du monde entier. C'est malheureux, mais tes concitoyens, c'est eux qui t'élisent. Donc c'est vrai que cette logique-là, évidemment, va se poser. Donc la production locale, donc on parle de plus en plus de démondialisation, de croissance, de décroissance, etc. Des discours qui ne sont pas toujours très bien structurés, malheureusement. C'est vrai que c'est assez surtout complexe. Très volatile, dépendamment des gouvernements en place. Si on parle seulement des États-Unis, on a des antimondialistes un peu républicains et des mondialistes démocrates qui passent d'un mandat à l'autre. Donc c'est certain que c'est dur de mettre en place une politique. C'est pas quelque chose qui se fait aux 4 ans, malheureusement, ces trucs-là. C'est quelque chose de long terme. Donc c'est un petit peu malheureux que ça dépend beaucoup de la vision politique des décideurs à travers le monde. Ouais, la relocalisation à la Trump, si tu veux, c'est fini. Ils ont compris que oui, on voulait mettre de l'emphase sur l'emploi américain. Biden l'a bien dit dans sa programme, mais concrètement, c'est pas très clair. C'est bien évidemment, on va continuer à faire des accords commerciaux, on va continuer à faire... Et c'est vrai qu'il y a beaucoup maintenant même je pense, de gens comme moi qui commencent à dire, même se posons la question si... Est-ce que c'était pas mieux quand même quand on fabriquait par exemple nos propres voitures, quand on avait été une main d'œuvre, etc. avec haut qualifié et sous-qualifié, tout dépendamment de la classe, mais au moins ça employait les gens, tu veux. Et ça, c'est des réflexions. Pour les industries clés, un peu à la Carrefour, hein, l'alimentaire, c'était une industrie clé pour la sécurité nationale. C'est un petit peu ça le vecteur. Je dis ça encore une fois avec un petit peu d'humour parce que c'était une belle histoire Québec-France, mais tu vas pas dire que c'est vrai. Ce qui est critique pour, du moins, l'alimentation et la santé devrait au moins avoir, sans être en train de l'opérer maintenant, mais avoir la capacité de en bon québécois, de se revirer sur un dixaine dans le but d'être capable d'opérer ça rapidement. Donc ça, je vous sors ça pour votre vocabulaire, mais je pense qu'on peut passer à notre deuxième segment. On aura le temps d'en parler, bien évidemment, de celui-ci. Là. Ça faisait quand même assez longtemps qu'on voulait faire un topo là-dessus, mais ça n'est pas terminé. Comme on l'a dit, on en a probablement pour des années. Là. Fait qu'on vous fera ça une fois par mois pour encore 5 ans et demi. Là. C'est possible. Peut-être pas. Fait qu'on passe maintenant au deuxième segment, au son de la cloche. Parfait. Donc, le sujet pour ce au son de la cloche-là, que j'ai parlé avec Gab brièvement, là, puis que j'ai introduit avec une petite entrée quand même assez curieuse, parce que c'est la raison pour laquelle j'ai décidé que je voulais qu'on parle un petit peu plus de cette compagnie-là. C'est le fait de mentionner que c'est le top performer au niveau du Dow Jones en 2021, et plusieurs personnes vont me parler de compagnies, c'est peut-être des tech, etc. Et non, c'est la banque Goldman Sachs. Donc, on veut vous parler un petit peu de pourquoi est-ce que Goldman Sachs est présentement en octobre 2021, la compagnie qui a la meilleure performance, du moins jusqu'à maintenant en 2021,
pour le Dow, c'est-à-dire à peu près 54% de croissance de son titre sur l'année. J'avoue que moi-même, j'en étais surpris. Là, on est bien évidemment des personnes qui s'intéressent à la finance, qui ont étudié la finance, donc c'est sûr qu'on connaît l'industrie, mais ça m'a fortement surpris de savoir qu'un indice quand même de grande envergure aux États-Unis avait comme top performer un bon vieil titre bancaire, pas d'une petite start-up, là, mais d'une compagnie bien implantée comme Goldman Sachs. Donc, c'est pour ça que je voulais en parler. Je vais te passer la parole là-dessus, Gab. Là. En fait, il y avait ça, il y avait cette mention-là, également le fait qu'ils ont sorti le résultat la semaine qui vient de se conclure. Et c'était quand même des résultats qui étaient assez impressionnants, d'où aussi la flambée boursière. Ça s'explique par le fait que de Q1, Q2 et maintenant Q3, ça sort assez bien pour cette compagnie-là. Ouais, puis je trouvais ça intéressant, effectivement, qu'on refasse évidemment un petit retour. Et merci encore une fois pour la suggestion de JP, parce que c'est vrai que Goldman, tout le monde les connaît. C'est probablement la banque d'investissement la plus connue, la plus controversée aussi. Elle est surnommée, c'est la firme, hein, vraiment par excellence de Wall Street. Connue et malheureusement, je pense, un peu méconnue aussi, parce que on la connaît surtout, on dit ah oui, c'est Goldman, c'est les vampires du capitalisme. Oh là là, les gens ont tendance malheureusement de nos jours, à gober un discours politique qui malheureusement est erroné, si tu veux, ou s'il n'est pas erroné, en tout cas il est incomplet, parce que c'est évidemment c'est une entreprise tellement importante. Elle a un rôle aujourd'hui qui est, je pense, systémique. Hein. C'est le fait qu'aujourd'hui elle fait partie vraiment du too big to fail, hein, que les États-Unis ont implémenté après la crise de 2008. Donc, c'est-à-dire cette espèce de risque systémique. C'est-à-dire que si ça coule, si tu veux, le système financier pourrait être vraiment, comment dire, dans un problème majeur. Et on l'a bien vu, évidemment, avec évidemment tout ce qui s'est passé évidemment en 2008. On vous invite à réécouter les épisodes si ça vous tente, bien évidemment. On en avait déjà fait quand même pas mal là-dessus. Pour vous remettre un peu en contexte, et ça va servir un peu d'introduction un peu sur la notion de banque d'investissement. Une banque d'investissement, ce n'est pas une banque de dépôt. Il faut se mettre d'abord ça en tête. Une banque de dépôt, c'est-à-dire c'est la banque que vous et moi utilisons tous les jours. C'est là où vous allez déposer votre paye, et c'est là évidemment que ce compte-là va vous rapporter un intérêt. Puis l'autre banque, évidemment, de l'autre côté, elle prête de l'argent. Donc, c'est les déposants qui permettent de créer des actifs qui, eux, pour la banque, permettent de lui rapporter de l'argent. Donc, dans une banque de dépôt, tu as une séparation qui est très importante, si tu veux, entre ces déposants et les actifs qui permettent de générer, évidemment, des intérêts. Si tu veux, tout est une notion de gestion de risque, en fait, entre, justement, gérer les sorties de flux, parce que c'est vrai que souvent, quand tu as beaucoup de gens qui sortent de l'argent, comment dire, tu essayes d'avoir quand même assez de provisions. Et tout ça est géré par des ratios de capitalisation. Évidemment, je ne vais pas trop en parler parce que c'est un peu pénible. Alors, c'est ça. Ça, c'est la banque de dépôt. Une banque d'investissement, c'est un peu différent. C'est une banque qui va d'abord servir particulièrement, c'est des entreprises. C'est une banque qui va servir dans un premier temps à faire des opérations qu'on appelle du underwriting. Donc du underwriting, c'est de la création de titres, c'est-à-dire de l'émission de dette. Elle va accompagner une entreprise à obtenir du financement auprès des investisseurs, donc des marchés financiers. Donc c'est pas une banque directe à proprement parler. Après, Goldman Sachs, depuis effectivement 2008, évidemment, leur business model a un peu marché. Comme je te l'ai indiqué, avant, tu avais une séparation qui était très claire aux États-Unis entre justement ces banques d'investissement-là. Ces banques d'investissement-là, elles ne servaient pas de déposants. Puis les banques de dépôt, elles ne faisaient que des prêts. Elles n'avaient pas le droit elles n'avaient pas le droit de faire des activités, par exemple, de investment banking, de fusion-acquisition, de brokerage, etc., qui sont habituellement offertes effectivement plus aux banques d'investissement. Ça fait partie si je me souviens bien, c'est du Glass-Steagall Act. Donc, je crois que c'était dans les années 30, ça avait été signé par Roosevelt, si je ne m'abuse, à cette période-là. Et depuis les années 90, alors le Glass-Steagall n'existe plus vraiment. Il a été remplacé par le GLBA, qui est une autre législation qui avait été mise en place par le gouvernement Clinton à l'époque, l'administration Clinton. Et aujourd'hui, si tu veux, les banques d'investissement, surtout celles qui ont un impact systémique, ont une licence bancaire. Donc, elles peuvent se permettre de faire des opérations de dépôt et évidemment des opérations rendues là
des opérations que de prêts. Donc, c'est ça la grande différence. Alors, aujourd'hui, Goldman, et je pense que c'est là, je pense que tu vas mettre un peu plus d'emphase là-dessus, JP, mais c'est une... Avant, c'était vraiment cette banque d'investissement qui faisait des fusions-acquisitions, qui faisait évidemment des opérations évidemment de underwriting, de la gestion d'actifs, évidemment. Évidemment, c'est un business model qui est très important pour les banques d'investissement. Et aujourd'hui, c'est devenu, si tu veux, un groupe financier qui est diversifié, puisque tu le sais, ils ont signé quand même pas mal de partenariats ces dernières années, et je pense que même leurs revenus ont pas mal explosé dans la plupart des segments, là. Ben exactement, tu me passes bien effectivement la balle au rebond là-dessus, là, mais effectivement, là, la mention du troisième trimestre a quand même eu une croissance du revenu. Pour vous donner des chiffres, là, c'était 13,61 milliards de dollars US, alors que les prévisions des analystes étaient à 11,67. Donc on parle d'à peu près 2 milliards au-dessus des prévisions des analystes. On parle également, là, comme tu l'as bien mentionné, la division de banque d'investissement là, a eu des revenus qui se sont envolés de 88% là, year on year. Donc ça vous montre quand même que, et c'est un petit peu, le constat derrière ça, c'est, bon, les résultats étaient au-delà de ce que les analystes prévoyaient. Je dois quand même le dire, les analystes prévoyaient quand même une performance assez notoire. Donc c'était pas non plus du style, on pensait qu'il allait faire à peu près similaire à l'année passée. On s'attendait quand même à ce que le secteur financier et Goldman performent bien dans l'ensemble de l'incertitude que les marchés financiers ont offert, mais surtout, non seulement l'incertitude, non seulement la volatilité qu'on sait, on en parlait avec le fameux VIX, qui est un bon indicateur à suivre. C'est certain que la volatilité a été favorable pour les transactions ou pour les investissements dans les marchés de Goldman. Mais ce qui est très intéressant et probablement ce qui a le plus justifié cette performance quand même assez notoire-là de Goldman, et à la fois pour les résultats du trimestre, mais comme on l'a dit sur l'année complète au niveau de la performance, au niveau du Dow, là, c'est les fusions-acquisitions. Et tu en as parlé très brièvement, et c'est un topo quand même que je trouve assez intéressant, c'est de dire, on oublie que dans le contexte actuel et dans le contexte de la pandémie, il y a tellement de compagnies qui ont souffert, hein, que les intérêts et les compagnies qui sont devenues intéressantes pour des fusions-acquisitions, il y en a eu des vertes et des pas mûres. C'est littéralement ça. Et Goldman est une des firmes les plus prisées pour être responsable justement des fusions-acquisitions aux États-Unis. Et on s'entend... Moi, je vois ça un petit peu comme ça, puis on va pas tomber dans les détails des fusions-acquisitions, que ce soit une fusion-acquisition avec entente ou une offre hostile, mais la pandémie a amené quoi? Ça a amené plein de compagnies qui ont essayé de survivre, qui avaient besoin de payer un paquet de trucs, qui dormaient sur des bonnes vieilles, en anglais on dit des piles of cash, là, mais il y avait un paquet de liquidités dans les compagnies qui ont été affectées négativement par la pandémie, mais pas parce que ce qu'ils faisaient, c'était pas bon. Il y avait des super bonnes compagnies qui étaient trop petites, mais qui avaient besoin de survivre. Et là, qu'est-ce qui arrive? Oups, une compagnie embarque qui ont des moyens financiers plus majeurs et qui avalent cette compagnie-là, ont besoin de Goldman pour rentrer sur le deal, bien évidemment, avant de faire cette fameuse transaction-là. Et les frais que Goldman obtient de par cette transaction-là, multipliés par le nombre de transactions mineures qu'il y a lieu. Là, si on parlait même d'un épisode sur les corporate actions, pour des personnes qui suivent un peu ce qui se passe au niveau des bourses, là, vous auriez vu un nombre de fusions-acquisitions. Prochaine fois qu'on en parle, on sort une stat. Je n'ai pas la stat malheureusement, mais il faudrait qu'on regarde la croissance entre 2021 et 2020, et même 2019, par exemple, pré-pandémie, là, en termes de fusion-acquisition. Mais c'est pour vous donner une idée de dire c'était exponentiel, c'était incroyable. Les frais que Goldman a pu percevoir là-dessus étaient quand même assez notoires. Et c'est selon moi le backbone de la performance de Goldman cette année. C'est vraiment les fusions-acquisitions qui ont défini ça. Avec, encore une fois, sur le côté, comme tu as dit Gab, les transactions classiques dans les marchés qu'ils vont faire au niveau de leurs différents desks qui, de par la volatilité, causée par la pandémie, causée par la relation Chine-États-Unis, causée par le Brexit qui est un petit peu compliqué présentement, etc., la relance, le Delta, on s'entend qu'on n'a jamais eu autant de raisons d'avoir de la volatilité dans les marchés. Il y a des incertitudes, effectivement. Ben, exact. Les banques d'investissement y gagnent. Et Goldman, avec l'expertise qu'ils ont, et on s'entend, on peut voir ça sur YouTube si vous voulez, là, mais quelqu'un qui rentre en IB chez Goldman va se ramasser à faire du 75 heures, 85 heures semaine. Donc, ils ont quand même des personnes très brillantes qui sont dans cette compagnie-là et ils sont capables d'aller générer beaucoup de revenus, justement, dans un contexte d'incertitude. Ce que je veux faire avant de te passer la parole, c'est quand même, leur CEO a quand même soulevé, attendez-vous pas non plus à ça pendant des années. T'sais. Dès que ça va recommencer à se recalmer, qu'on n'aura plus autant de fusions-acquisitions qu'on pourra gérer et qu'on n'aura pas non plus autant de volatilité sur nos différents desks d'actifs, c'est certain que ça va retourner un petit peu, comme toujours, dans le Dow, ça sera pas Goldman qui va être le plus performant year on year. Ça serait assez étonnant. Moi, ça va m'étonner jusqu'à la fin. Je vais attendre de voir jusqu'à la fin de 2021 pour m'assurer que c'est réellement Goldman qui va finir au top du Dow, mais c'est quand même quelque chose de notoire et ça vous montre quand même la problématique dans l'économie en général. Ouais, et puis c'est là où tu vois aussi que les méga banques aux États-Unis, comme
Je pense que leur compétiteur principal, c'est même plus à cacher, c'est évidemment JP Morgan. Hein. Mhm. C'est l'autre grande banque d'investissement qui souvent fait rêver des diplômés, par exemple, de Master of Finance. Souvent, c'est aux États-Unis, c'est ah oui, tu as le choix entre Goldman et JP Morgan, et puis Morgan Stanley aussi. Souvent, c'est un peu c'est le top 3 souvent qui est cité. Et ce qui est assez fou, c'est que toutes ces grandes banques, évidemment, ont eu des performances assez extraordinaires cette année. Évidemment, je pense que il y a un effet industrie, hein, évidemment, qui se fait tenter. En revanche, et c'est ça où c'est assez rigolo, en tout cas pour Goldman, c'est qu'ils ont mis beaucoup d'emphase ces dernières années, en fait, sur leurs revenus externes. Peut-être c'est quelque chose qu'on n'a pas été hyper clair, et vous m'en excuserez parce que c'est aussi une industrie qui est assez complexe. Faut pas oublier que les banques américaines depuis 2008 n'ont pas le droit, étant donné que, comme je te l'ai indiqué, ils sont avec le too big to fail, ils n'ont pas le droit de faire du trading propriétaire. C'est-à-dire ils n'ont pas le droit de jouer avec l'argent des déposants pour aller faire des sous. Tu ne peux pas faire ça. Ou en tout cas, ça doit être contrôlé avec des certaines limites, tout dépendamment de la juridiction. Mais aux États-Unis, c'est formellement interdit là, avec le too big to fail. Donc, évidemment, ce genre de banque, évidemment, étant donné qu'ils payent une licence aussi pour être régulés par les autorités compétentes, en l'occurrence, c'est la Réserve fédérale, étant donné que c'est une banque de statut national aux États-Unis. Ils n'ont pas eu le choix, si tu veux, de diversifier un peu leurs revenus. Et tu vois, depuis quelques années, ils ont lancé leur filiale de banque en ligne. Donc, une banque d'investissement est devenue une banque de dépôt, ce qui paraît un peu... ce qui paraît bizarre, parce que c'est pas le cheminement normal. Et ben, ils ont lancé leur nouvelle filiale qui s'appelle Marcus, en fait, qui est le nom du fondateur, en fait, qui est Marcus Goldman. Donc cette filiale-là, tu vois, c'est entre autres eux qui ont fait la nouvelle Apple Card en fait qui est disponible, mais je pense que ça fait quelques années maintenant qu'elle est disponible. Et c'est donc du coup une toute nouvelle banque en ligne où tu peux ouvrir évidemment un compte bancaire tout simple, avoir des dépôts à terme, etc. Je pense qu'ils vendent évidemment avec un taux privilégié, des prêts aussi à taux un peu plus élevé, mais qui sont conçus, si tu veux, pour une clientèle, je pense, sous-bancarisée, etc. Donc ils ont tout un service évidemment qui est très très ambitieux. C'est vrai que cette nouvelle offre, donc Marcus by Goldman Sachs, qui est, je crois, ça a été lancé il y a 5 ou 6 ans maintenant, est très très profitable et ça suit un peu les trends évidemment des marchés qui sont de plus en plus vers, par exemple, les paiements mobiles. On en a parlé des PayPal de ce monde avec leur nouvelle super app qui est apparemment déjà sortie, mais bon, moi ça fait des années que je n'utilise pas PayPal, mais bon, apparemment c'est incroyable. Square, etc. Toutes ces entreprises de paiement en ligne. Donc il y a vraiment toute une transformation de l'organisation qui était vue comme white collar. Donc tu sais, l'entreprise pour les gens à chemise blanche, Ouais, vers très les Wall blue Street, collar. Vers blue collar, donc les cols bleus, c'est plus les ouvriers, tu veux. Et alors que tu vois, ça a été une banque qui a été réputée par le passé pour être très, très corporate, surtout sous l'ancien CEO qui était M. Blankfield, si je me souviens bien, et puis maintenant c'est M. Solomon, si je ne me trompe pas. Tu vois, c'est assez marrant, et je trouve que c'est une banque qui est encore trop méconnue. Les gens ont tendance à juger très facilement. Oh, Goldman Sachs, ils ont volé le peuple, etc. Oui et non, ça marche pas exactement comme ça, évidemment. Une entreprise, elle est là, elle naît évidemment pour faire du profit pour ses actionnaires. Tout est basé là-dessus. Et c'est vrai que cette mauvaise réputation tient encore à la peau, évidemment, de Goldman, alors que pourtant, ils ont une stratégie qui, je pense, a fait ses preuves. Et c'est vrai que ces derniers résultats, je pense, le démontrent bien. Exact. Ben, tu sais, je pense que ça conclut bien l'épisode sur ta mention, là, Gab. Donc, encore une fois, c'était un peu un petit topic là, pour conclure, comme on l'aime toujours, et surtout quand c'est un peu un fait cocasse de voir une compagnie, comme on l'a dit, une banque, d'avoir une performance aussi notoire. Ça sera à suivre. Ça se peut très bien que ce ne soit pas du tout l'année prochaine. On en rira peut-être dans un second épisode l'année prochaine. Mais tout ça pour dire que, encore une fois, comme toujours, là, c'est ce qui va conclure l'épisode. C'est ce qui va également nous amener vers la semaine prochaine, qui on s'attend déjà là, à avoir toujours des nouveaux sujets. On s'entend, on a 5 jours de semaine si on considère les jours ouvrables, mais on se retrouve toujours avec à peu près 175 nouvelles potentielles de tout type
avec la volatilité mondiale, qu'on pourrait appeler même plus des marchés, là, ni de l'économie, la volatilité mondiale, appelons ça comme ça. Donc d'ici là, et effectivement, comme toujours, on a plein de sujets. Si vous avez des recommandations, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et je te repasse la balle là-dessus, Gab, pour peut-être faire le mot de la fin classique là, sur les mentions spéciales et les plateformes. Oui, ben, toujours pas oublier évidemment de mettre un petit like sur la vidéo. Tu l'as bien dit, les commentaires, ça nous fait grand plaisir d'avoir vos interactions et à vous abonner sur les différentes plateformes de podcast audio aussi, si vous êtes plus sur la version audio. Sinon, vous avez tous les liens évidemment pour nous contacter si vous le souhaitez dans les commentaires. On préfère évidemment les commentaires YouTube. Ça crée de l'interaction, ça nous permet aussi d'avoir un suivi. Et quant à moi, moi je vous souhaite à tous en tout cas une très bonne semaine et à bientôt. Bonne semaine tout le monde. Salut.